Bonjour et bienvenue dans ma première FAQ. Bah oui, il fait bien que ça arrive un jour. Alors évidemment, j'ai pas énormément de questions, parce que ça reste une toute petite communauté, mais deux reviennent régulièrement. La première, c'est à quand la prochaine vidéo? Et la deuxième, c'est comment fais-tu pour avoir des cheveux aussi magnifiques? Voilà, donc comme ça n'allait pas faire une FAQ extrêmement intéressante, j'ai fait appel à ma communauté pour qu'ils puissent compléter ce panel de questions, et j'ai eu un certain nombre de questions excessivement intéressantes. Et on commence tout de suite. Avec le fils de ma nounou, figurez-vous. Et ouais, j'étais jeune, je sais plus exactement, tout ce que je me rappelle, c'est qu'il avait tout préparé son jeu de rôle sur des petites feuilles à petits carreaux, et ça consistait à prendre d'assaut un bâtiment sécurisé par des lasers. Voilà, dans la pure tradition du jeu Saboteur sur CPC 464. Voilà, alors j'ai rien compris, j'ai fait n'importe quoi, mais j'ai adoré. Moralité, la récré d'après, j'ai un camarade qui a sorti une boîte de l'œil noir, je me suis incrusté direct. Voilà. Alors là, c'est une question très difficile, pour la simple et bonne raison que j'ai de très nombreux souvenirs de jeux de rôle, vous vous en doutez. Voilà, ça va faire maintenant 37 ans que je joue, et des parties j'en ai fait quelques-unes. Mais là, à la débeauté, il y en a 3 qui me reviennent, alors voilà, c'est peut-être pas parfaitement les meilleurs, je sais pas qui c'est que je vais vexer en ne citant pas une partie de jeu de rôle que j'ai fait avec lui, mais voilà, 3 souvenirs me reviennent. Donc le premier, c'était une quinzaine d'années, pendant une partie de Donjons et Dragons, avec mon ami Manu, qui jouait à un voleur d'assez haut niveau, 15-16 on va dire, voilà. Et on bataillait contre un dragon, et il lui est venu une idée lumineuse. Je me mets devant le dragon, je me fais avaler pour pouvoir le backstabber de l'intérieur. Voilà. Donc inutile de vous dire qu'on a bien rigolé et qu'on a tout fait pour le dissuader de cette technique qui nous semblait guère efficace. Deuxième anecdote, une partie de Cthulhu. Alors, je devais être au lycée. À l'époque, je participais à la création d'un fanzine. Voilà, parce que c'était quelque chose qui se faisait à l'époque. J'avais créé un scénario pour Warhammer. Et du coup, j'avais été invité par l'équipe à faire une partie de Cthulhu avec des joueurs très expérimentés par rapport à moi à l'époque. Et donc je me suis retrouvé autour d'une table, on a fait une partie absolument incroyable qui a duré plusieurs heures, dans lequel on a jeté très peu de dés, mais vraiment excessivement peu de dés. Je crois que c'est la meilleure histoire de jeu de rôle qu'on ait jamais racontée autour d'une table en ma présence. C'était vraiment ficelé, bien écrit, les joueurs interprétaient leurs personnages, vraiment il n'y a eu aucune faute de goût dans cette partie-là. Et pour faire une cerise sur le gâteau, quand je suis parti, on avait droit à un brouillard londonien, c'était un dimanche de novembre, et en attendant le bus pour revenir chez moi, j'étais dans une panade, je m'attendais à ce que des chiens de Tindalo se sortent à n'importe quel moment pour m'attaquer. C'était assez sympa. Et enfin, le pétage de plomb de mon samouraï des rues à Shadowrun. Alors c'était une partie avec la très regrettée Mathilde, une des présidentes de Nemesis, l'association dont je faisais partie, qui m'avait proposé donc une partie de Shadowrun, dans lequel je jouais, comment dire, la force physique, la sécurité du groupe, puisqu'on n'avait que des contacts, des fixeurs, des diplomates, des Johnson, un adepte physique dans le tas, mais voilà. Personne pour canarder, donc avait demandé de rééquilibrer le groupe en faisant un bourrin, et j'avais fait un bourrin. Et moralité, bon, après une heure d'interrogatoire d'un pommard voilà, complètement shooté au narcopus à l'intérieur d'une boîte de nuit, et qu'elle jouait très bien, d'ailleurs, tellement bien que ça finit par nous gonfler. J'ai dit, si moi ça me gonfle, mon psychopathe, ça fait un petit moment qu'il a pété un plomb. Voilà. Donc je lui ai tiré une balle dans le genou, et il s'avère que j'avais oublié que c'était des balles explosives. Voilà. Ce que j'ai vraiment apprécié dans cette partie, c'est que les autres joueurs expérimentés sont tournés vers moi, et on fait normal. On assume, qu'est-ce qu'on fait? On s'enfuit. Le Johnson a commencé à appeler des contacts pour étouffer l'affaire et tout. Voilà. Ça a été du vrai jeu de rôle. La vraie histoire qui se développe, pas sur une connerie de dire je fais n'importe quoi, mais je fais un événement qui est logique, le MJ l'accepte en tant que tel, je l'attendais presque, et les joueurs qui ne sortent pas, oh bah non, t'as tué le... Non, on fait du Shadowrun. Ça fait une histoire absolument incroyable de course-poursuite, voilà. C'était très intéressant. La pièce la plus rare que je possède. Alors là, ça c'est super difficile à dire, notamment parce que j'arrive pas à avoir accès au nombre d'éditions qu'il y a eu. Bon, je commence à en avoir quelques-uns, je sais qu'il y a des gens qui ont des plus grosses collections que moi. La mienne commence à être un peu costaud, mais dans l'idée,
Ouais, c'est très très difficile. Ça se trouve, j'ai une pièce rarissime, et je sais pas qu'elle est rarissime, tout simplement parce que je peux pas la comparer. Puis comme je suis sur tous les réseaux de gens qui les vendent, les partagent, les échangent, etc., moi je les vois passer une fois de temps en temps, donc rareté, je sais pas. Je pense que le numéro 1 de Cassius Belli, qui a été édité, si je me trompe pas, à 1000 exemplaires, et doit être de nos jours assez rare. Voilà, j'ai les 10 premiers. Et enfin, les années folles de Cthulhu. Alors oui, on en voit passer, parce que ça a été très 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 vite un des suppléments les chers, reconnus comme étant chers, parce que cherchés justement. Moi j'ai la chance d'en avoir un neuf, c'est moi qui l'ai déballé, donc il est complet, il est nickel. Voilà, et je crois qu'à l'époque c'était aussi pareil, 1 millier d'exemplaires, donc version boîte, aujourd'hui s'il en reste 100, 150, à mon avis c'est bien. Voilà. Après, j'ai d'autres pièces qui sont probablement très rares, comme Wok'Shrog, qui n'a pas super bien marché, donc du coup, des gens qui ont un Wok'Shrog, ça court pas les rues. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui... Oui, l'Empire Galactique, ça, ce sont des jeux qui sont quand même relativement rares. Enfin, tous les jeux qui ne sont pas à succès. Voilà. Mais dans le principe, j'ai aussi un Raoult et son supplément d'époque. Donc, ouais, les pièces rares, je dois en avoir 2-3, mais c'est très dur de définir dans la collection lesquelles sont les plus rares. Oui, j'ai une boîte aussi que j'avais eu neuve des Divisions de l'ombre. Voilà. Un jeu dont je vais parler pour illustrer le rapport entre la qualité des illustrations et le succès d'un jeu de rôle. Mais dans l'idée, voilà, ça c'est sans doute très rare. Et, le problème c'est que personne n'en veut et personne n'en cherche. Donc voilà, je t'en vois pas passer souvent, mais quand ça passe, tu peux l'acheter sans problème. Mon jeu le plus ancien, alors ça c'est un petit peu plus facile parce que bien sûr on a toutes les dates d'impression. Je pense que c'est mon RunQuest de 79. Voilà, j'ai un RunQuest de 79 en bon état. Après, ça va être tout ce qui est Empire Galactique, avant Charlemagne, etc. Donc tous les jeux qui vont de 79 à 81, quoi. Mon univers préféré. Alors là, vaste question. On pourrait penser que c'est l'appel de Cthulhu, puisque genre, voilà, je suis un gros collectionneur, j'adore l'appel de Cthulhu, c'est un monde qui me plaît. Mais bon, après, bon, c'est notre monde plus les grands anciens, bon, un petit peu d'enrobage comment dire, mystique là-dessus. Dans vraiment les mondes imaginaires que j'adore, il y a Shadowrun. Shadowrun, c'est une merveille. Voilà, c'est une merveille. J'en reparlerai longuement, je ferai une vidéo exprès là-dessus. C'est un monde qui est vraiment parfait pour raconter des histoires. Le moindre stimuli, boum, c'est parti, quoi. C'est une poudrière qui n'attend qu'à exploser. C'est ce que j'ai vraiment apprécié d'ailleurs dans Legacy of the Crown. Voilà. Hein, donc qui est toujours en développement et en vente, maintenant qu'ils ont sorti le kit d'initiation, que j'ai reçu d'ailleurs. L'idée d'avoir des factions, d'avoir des tensions, d'avoir des gens qui sont déjà prêts à s'entretuer dès le début ou qui sont en opposition complète sur une situation qui est si possible bien pourrie dès le départ. Vous mettez un stimuli, vous prenez vos PNJ, vous le foutez au mauvais endroit et bam, allez c'est parti, il y a une histoire qui se construit. Et ça en jeu de rôle c'est fondamental. C'est d'ailleurs, je pense que ce qui pose problème dans les jeux tirés d'un film. C'est que quand on tire d'un film, soit on va voilà, si je prends Stargate, si je prends Buffy contre les vampires, dans tout ça, l'histoire principale, elle est géniale, elle est complète. Donc en fait, quand on rejoue dans ce monde-là, on n'a que peu de possibilités. Soit on joue des gens qui n'ont aucune importance dans ce monde-là, et c'est très frustrant pour les joueurs. Soit on joue des gens qui font radicalement la même chose que ce que faisaient les personnages de départ, c'est qu'on réécrit l'histoire, on refait Buffy, on refait Willow, on refait Alex. C'est pas ultra passionnant, surtout qu'il y a peu de possibilités de faire des surprises majeures au niveau des joueurs, puis il y aura toujours un gars pour dire ah oui mais en fait c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, ouais ça c'est compliqué. Soit on joue plus tard, JRTM on joue plus tard, on joue les conséquences. Voilà, je préfère un monde qui a été cousu pour le jeu de rôle. Le monde le plus déluré que je connaisse, bah, c'est probablement le monde de Murphy. Hein. Le monde de Murphy, c'est un truc absolument incroyable. Ils ont pris la loi de Murphy, ils en ont fait un monde qui fonctionne, et un système de règles qui fonctionne, une façon de jouer qui fonctionne. On est vraiment entre le disque monde et Montraxas, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est un jeu humoristique, mais construit, et puis qui peut en plus se conjuguer dans d'autres jeux. Voilà, c'est incroyable que ce concept complètement débile tienne la route. Ma série préférée du moment, pas Les Anneaux de Pouvoir.
Alors ça c'est clair, ça c'est pas ça. Et ça n'a rien à voir avec la couleur des protagonistes, ça a surtout à voir que c'est nul. Et que ça n'a aucun rapport avec Tolkien. Donc on est obligé. S'ils mettent les anneaux de pouvoir dans le monde du Seigneur des Anneaux, on est obligé d'avoir une attente tolkieniesque. C'est obligé. Ou alors il fallait choisir un autre nom. Sur les aventures de Blondinas, ça passait. Mais là, tout de suite, on va comparer à ce qu'on sait du monde de Tolkien, et c'est n'importe quoi. Je vais même pas vous faire la liste des trucs qui font que ça me sort de la série, complètement. Donc comme ça me sort de la série, bah je regarde plus, voilà, ça m'intéresse pas. C'est comme She-Hulk, c'est pareil. C'est n'importe quoi. De toute façon, Marvel, je commence à totalement saturer. Voilà. Donc, ouais, pas ces séries-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme série qui me plaise en ce moment? Bah, il y a plein de choses. Je viens de regarder Cyberpunk sur Netflix, et honnêtement, c'est vachement bien. Alors, oui, mangatisé, on va dire. Mais, putain, l'esprit de Cyberpunk est là, quoi. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis? Bah, évidemment, Stranger Things, hein, voilà, c'est ma petite padelette de Proust. Mais ouais, Stranger Things, c'est bien. Le pire bouquin que j'ai lu, alors, il y en a plusieurs. Et c'est assez dur d'en mettre un pire que les autres, parce qu'il y a un stade où vraiment on est au fond et on creuse encore, quoi. Je vais en citer deux, voilà, sans me faire détester par plusieurs auteurs. Walkshrog, c'est très mal écrit, vraiment, c'est très très dur à lire. Ça te sort du bouquin tellement c'est... Entre l'humour gras, le français approximatif, la syntaxe, c'est pas ça, enfin... l'organisation des idées dans les paragraphes et tout. Alors l'idée de départ, j'en ai déjà parlé dans la vidéo 1D10+1, jeu de rôle que vous devriez connaître. Il y a des choses hyper intéressantes dedans, mais franchement il a fallu que j'aille piocher pour les trouver, quoi. Vous aurez pas envie de le lire. Et c'est normal. Voilà. Bah, ça fait partie des jeux qui ont très très mal vieilli. Après, les très très vieux jeux sont un peu durs à lire, quand même. Après, le pire jeu de rôle, c'est pas celui-là, parce que celui-là, une fois qu'on a lu, il y a un truc. Non, le pire jeu de rôle, c'est Arg. Ah, moi, non, je suis pas fait mal, hein. Je vous rassure. Je fais très bien. C'est le nom du jeu. Et je crois qu'il n'y a jamais eu un jeu dans l'histoire des jeux de rôle qui a aussi bien porté son nom. Alors, je suis vraiment désolé pour le auteur du jeu, parce que c'est un jeu mono-auteur, et ça se sent. Je suis désolé, excusez-moi, mais ce jeu est nul. Voilà, il est nul à tous les niveaux. À tous les niveaux. Le titre, c'est nul. Les illustrations, c'est nul. On a combien? 300 pages? 400 pages? Que de compétences martiales et d'explications martiales. Et de la magie, parce que la magie est puissante dans le monde de Arg. Voilà, donc on a quoi? On a comment créer son personnage, quelle classe choisir, quelle faction choisir, quelle compétence choisir, quelle arme choisir, parce que chaque arme a une boîte de description. D'ailleurs, c'est à peu près le seul endroit du bouquin où il y a un petit peu de description du monde, c'est dans la description des armes. Sauf que là, c'est du name dropping, c'est-à-dire qu'on te balance des noms d'un univers, sans doute que l'auteur connaît, hein. Voilà. Mais dans lequel toi t'es paumé, et surtout aucun conseil au MJ, aucune indication sur qu'est-ce que tu es censé faire de ce monde. C'est une grande arène avec des mecs qui se tapent sur la gueule. Alors je suis désolé, mais j'ai passé l'âge, et puis c'est pour faire ça, vous le faites vachement moins bien que Donjons et Dragons finalement. C'est pas équilibré, on a, je sais pas, je crois qu'il y a 400 ou 500 tableaux au total dans le bouquin. Des tableaux de tout, d'XP, de portée, en fonction du charisme, t'arrives à 2,5 millions de suivants, enfin... ouais, et voilà. Et donc c'est tout ce que je déteste dans un jeu de rôle. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui est fait pour que le MJ il puisse raconter des histoires, c'est un truc qui est fait pour gérer du combat. Les jeux vidéo le font mieux, laisse tomber. C'est un jeu de 2003, je crois. Voilà, alors j'imagine que dans la tête du concepteur de la gamme, l'idée c'était que c'était le livre de règles et qu'après il allait faire un livre du monde. Voilà, sauf que j'ai vérifié, la seule chose qui avait été programmée avant l'échec cuisant du bouquin de base, c'était un bouquin de description du monde, mais une petite parcelle. C'est comme si le gars s'était dit, le jeu va tellement bien fonctionner que je vais faire 140 suppléments à la donjon pour décrire chacun des petits potagers du monde. Sauf que, mec, on sait même pas comment s'appelle la planète où on est, quoi. On sait rien, en fait. On est paumé là-dedans, c'est dur à lire, c'est... Pire, la façon dont c'est écrit est pas plaisante. Voilà. Alors, tout ce qu'il y a de pire. Voilà, 400 pages de règles, pas d'univers, pas de conseils, pas de façon de jouer, pas d'exemple, pas de mise en situation, des illustrations qui nous permettent pas de nous plonger dans l'univers, du coup, pas de gamme derrière. Je crois que c'est à peu près le pire jeu de rôle auquel on peut jouer, le pire. Voilà. Alors, évidemment, attention,
n'importe quel jeu peut devenir exceptionnel dans les mains d'un exceptionnel MJ. Mais du coup, ce qui est exceptionnel, c'est pas le jeu de rôle, c'est le MJ. C'est-à-dire qu'un mec peut vous faire jouer ARG vachement bien, mais si vous regardez bien, en réalité, il va rendre le monde cohérent, il va dégager la plupart des règles qui puent du cul, et puis il va vous faire un truc qui fonctionne. Mais c'est pas le jeu qui fonctionne, c'est le MJ. D'accord? Si on part que du livre de base de ARG, vous pouvez rien en faire. Rien. Rien du tout. Je suis certain que l'auteur le fait très bien jouer, parce que dans sa tête, il y a tout ce qu'il n'y a pas dans le bouquin. Mais là c'est invivable. Inviable. Voilà. Je vais mettre une illustration, vous verrez. ARG. Le nom du jeu, ARG, sérieux. Du coup, bah oui, si je devais imaginer le jeu de rôle parfait, que serait-il pour moi? Bah voilà, on va faire tout l'opposé. Moi, j'ai un bouquin de 400 pages, dans lequel j'ai 300 pages de description du monde, de ses logiques, de ses factions, des tensions qu'il y a, de l'historique qui mène à une situation tendue, des secrets qui restent cachés, des personnages qui sont ni gris, ni blancs, ni noirs. Enfin, voilà, il me faut quelque chose qui me dise, voilà, cet univers, il existe, il n'attend qu'une histoire. Il n'attend que quelque chose. Alors c'est le cas, voilà, Warhammer c'était le cas, c'est un bon bouquin. Il y a des règles, d'accord, et puis après on décrit le monde. Et bien, voilà, pour moi il faut que dans un jeu de rôle bien foutu, il faut qu'il soit organisé, avec un index nickel qui me permet de trouver ce que je cherche. Ensuite, il me faut un résumé d'introduction pour que le MJ s'immerge dans le jeu et comprenne la logique de ce jeu de rôle-là. C'est fondamental. On joue pas à Paranoia comme on joue à Nephilim, c'est pas la même chose. Du coup, pour guider les MJ, il faut des bonnes explications. Après, il faut de l'immersion, des choses qui permettent de comprendre la logique. Ça peut être fait au long des règles, hein, à la Paranoia 2ème édition, dans lequel on t'explique les règles, on te met des exemples, et au final, on te décrit la logique du jeu à fur et à mesure. Mais voilà, pour moi, un jeu idéal, une bonne introduction expliquant les enjeux, les machins, etc., de façon résumée. Ensuite, le monde, les factions, etc., tout comment on va construire les histoires dans cet univers-là. Et ensuite, voilà, maintenant qu'on a décrit ce monde-là, comment créer un personnage qui va pouvoir interagir avec ce monde-là. Voilà. Moi, le jeu de rôle idéal, il a 4 pages de règles. Je dis pas qu'il ne doit pas y avoir des descriptions de talent, des descriptions de compétences, etc. Mais t'as pas un petit peu l'impression que depuis 40 ans, on tourne autour de 6 à 8 attributs et de compétences derrière. C'est... ouais, alors bien sûr, des exceptions, des films, mais non, enfin... Ouais, le jeu idéal, pour moi, il doit se concentrer sur le MJ. C'est le mec qui paye le bouquin, c'est le gars qui investit de l'argent pour faire marrer ses copains, pour passer un bon moment avec ses copains. Il faut qu'il prépare ses parties, il faut qu'il investisse du temps. Pendant la partie, c'est comme... Regardons-le en face, pas le mec qui passe le meilleur moment, même s'il peut passer un très bon moment, c'est comme celui qui transpire le plus dans l'histoire, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui j'achète un bouquin de jeu de rôle, je m'attends à ce que ils viennent me dire, voilà, tu veux faire une partie dans la semaine, là voilà, tu prends, tu lis ça, tu réfléchis à ça, voici le scénario dedans il te décrit la logique du scénario, le résumé, les différentes possibilités, là où on veut en venir, et puis après on décrit les lieux, après on décrit les personnages. Voilà. Et là on sait où on en est, quoi. Mais arrêtez les trucs dans le corps, dans le genre, hein, tu lis un scénario, chapitre 1, tout commençant dans un village. Ouais, mais mec, faut que je lise les 140 pages pour savoir si ça va m'intéresser. C'est plus possible, ça. En 2022, les jeux de rôle qui vont réussir, c'est des jeux de rôle clés en main, qui ont bien réfléchi au concept. Je crois qu'on commence à s'écarter du MJ qui fait tout seul. Parce que c'est trop de boulot. Moi, vous voyez, j'ai déjà du mal à vous sortir une vidéo régulièrement. Pensez vraiment que je peux passer une semaine dans la semaine à préparer la partie pour mes joueurs, c'est pas possible. Voilà. Donc un bon jeu de rôle, un bon univers, bien pensé, bien décrit, bien analysé, et puis après des règles cousues sur la bête, de façon à ce que les règles viennent exprimer la façon dont le monde s'exprime. Voilà. Si c'est un monde violent, il faut que les règles soient violentes. Voilà. Les règles qui fonctionnent, c'est tout con, mais la santé mentale pour Cthulhu, c'est ça qui compte en fait. On a des brouettes de compétences, mais au final, quand on prend deux personnages, le premier truc qu'on regarde, c'est le niveau de santé mentale, où il en est par rapport au mythe. Voilà. Il y aurait que la compétence connaissance du mythe et santé mentale, tu pourrais jouer. Et le reste, tu le fais un petit peu, bah tiens, t'es flic, tu sais tirer, quoi. Voilà. Non. Les règles pour le monde. Le monde d'abord, les règles après. Puis les règles, il y en a des brouettes. Tu peux faire un super monde, tu prends un système D6, prends un système D20, un système ce que tu veux, des systèmes, il y en a plein. Faites des mondes. Au passage, je devrais pas vous le dire,
Mais je vais vous le dire, j'envisage de faire mon propre jeu de rôle. C'est pas que j'envisage, je suis déjà en train de travailler dessus depuis un petit moment. Ce serait super original. Allez savoir si ça pourrait vous intéresser. Ce sera pas du tout dans... C'est pas de la fantaisie déjà, je peux vous dire. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Donc si vous voulez suivre un peu le concept, alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des commentaires pour en parler, par MP ou autre. Voilà, je pense que ça pourrait être une belle surprise en jeu de rôle, ça change. Voilà. Alors, bien sûr, si on se peut me poser des questions intelligentes, quelle question... Je vais en citer une seule. Une seule, et je vais la citer sans l'analyser. Mais, depuis le début du jeu de rôle en 74, jamais, à ma connaissance, jamais un jeu de rôle n'a fait de différence dans les capacités des personnages en fonction de leur genre. Le prochain univers dont je souhaite parler, alors il y en a beaucoup dont je veux parler, mais alors, le tout prochain, ce qui va aller avec à quand la prochaine vidéo, alors juste après les livres dans les héros, parce que le monde des livres dans les héros, je ne vais peut-être pas m'éterniser dessus, hein, les mondes de défis fantastiques, bon, même s'il a été développé pour un jeu de rôle depuis, c'est pas non plus une folie. Le monde dont je vais vous parler avec plaisir, parce qu'il est très 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 sous-coté par rapport à sa qualité, c'est l'Aventurie. Bon, le nom c'est pas ça. L'Aventurie, le monde de l'œil noir, voilà, qui est un des rares mondes à évoluer en permanence selon les actions des joueurs. C'est-à-dire que c'est un jeu de rôle qui, depuis le début, a intégré un forum de discussion, enfin sur Internet, etc. Enfin, il y avait un magazine au début, puis après, voilà, il y a eu Internet qui s'en est mêlé. Et du coup, il y a une véritable communauté très forte qui font évoluer le monde. Donc en fait, je crois que c'est le monde le plus riche qu'on ait jamais eu, quoi. Comme si, dans un jeu vidéo, les gens avaient pu construire des secteurs. C'est vraiment très très sympa. Voilà. Alors après, on est dans l'aventure des années 80. Hein. Voilà, on sort son épée à la sortie d'un arbre parce qu'on se faire attaquer par une fée volante démoniaque. Mais bon, il y a quelque chose de très très pur, très simple, très originel, très classique dans ce monde-là. Et il est vraiment sous-coté par rapport à ce qu'il vaut. Voilà. D'ailleurs, la nouvelle édition de l'œil noir lui rend plus justice. Mais bon, c'est un jeu de rôle allemand, donc les sources sont essentiellement allemandes. Mais ouais, il y a un joli monde à explorer. Pourquoi devrait-on, au nom d'un petit bonhomme de bois, choisir entre l'une de ces deux possibilités? Déjà, c'est limitatif, on peut faire les deux. Intermédiaire entre les deux. Et puis on peut faire deux choses que tu n'as pas prises en compte. Faire mourir un personnage instantanément de frayeur. Deuxièmement, faire agoniser un personnage. Voilà, c'est deux autres possibilités. Tout comme faire agoniser de douleur. Invente des trucs, mais ouais, restez pas limité à simplement faire mourir ou faire devenir fou progressivement. Ça peut être par à coup. Peut-être qu'un mec peut croire qu'il se sauve alors que c'est pas le cas. Enfin, soyez rusés. La folie, le joueur, il voit ça comme des points sur sa feuille de personnage, mais un jour, tu peux te dire, ah, réussi, t'as récupéré 20 points de santé mentale, que tu crois. Et derrière, en fait, le gars, il est en plein délire. Et il y a des choses que vous lui racontez qui sont pas vraies. Parce qu'en fait, il croit qu'il va mieux, mais en fait, non. Faites ça, ouais, c'est sympa. Bon, plus sérieusement, évidemment qu'à Cthulhu, il faut tuer ses personnages une fois de temps en temps, parce que sinon, ils vont pas prendre ça à ils vont prendre ça à la blague. Ou alors, il faut faire une version pulp. Mais jouer à Shield dans ces cas. Ouais. À Cthulhu, une fois de temps en temps, le personnage qui meurt, ça remet la poudre sur le toit. Si on rencontre un grand ancien à la fin, on balaye tout le groupe si ça vous fait plaisir, c'est normal. Hein. Les joueurs s'y attendent. C'est un peu comme à Paranoia, faut tuer un clone, un ou deux clones par partie, c'est minimum. Voilà. Maintenant, dans les autres jeux, comme Donjon, etc., je trouve qu'on ne tue pas assez de personnages. Alors, est-ce qu'il faut tuer tous les personnages tout le temps? Non, évidemment. Mais il y a plusieurs cas dans lesquels le MJ ne tue pas le personnage, et c'est une bêtise. La première, c'est quand le personnage le mérite. Le MJ est le garant de la cohérence du monde. Si quand un joueur fait n'importe quoi, comme, je sais pas, courser un géant la nuit en sortant de l'intervenant en slip sans matériel, il n'y a aucune raison qu'il survive. Aucune. Donc à ce moment-là, s'il le mérite, et si le GD dit ok, bah, il peut mourir. Qui meurt. Déjà à Donjon, on n'a pas inventé le fait de ressusciter les personnages pour les prunes.
Et puis ça peut mettre une nouvelle quête, et puis surtout ça remet la poudre sur le toit, c'est-à-dire que quand on croise un géant la prochaine fois, les gens vont en avoir peur. Trop de MJ se plaignent que les joueurs ne prennent pas le challenge au sérieux, parce que ils disent ouais, une armée de géants qui attaque, bon on a qu'à y aller. Bah non, on n'y va pas mec. Et quand ton personnage, le personnage d'un pote ou ton personnage est mort parce qu'il a fait une connerie un peu trop, bah il va se mettre à réfléchir, en disant tiens, il y a toute une troupe de géants, bah peut-être qu'il va falloir qu'on trouve un autre moyen, peut-être qu'il y a des gentils géants là-bas qui eux vont peut-être venir nous aider à empêcher les méchants géants de nous attaquer. Et ça fonctionne. Et il n'y a plus besoin, le MJ sort de l'ornière de devoir téléphoner les actions aux joueurs. Non, vous pouvez pas les attaquer comme ça, il faudrait peut-être que vous trouviez de l'aide. Bon voilà, tuer les personnages une fois de temps en temps, ça remet la poutre sous le toit. Et c'est bien. Autre chose, un autre cas, il y a des joueurs qui veulent des personnages sacrifiables, c'est-à-dire qui dans leur tête depuis le début, c'est un personnage qui était censé mourir en héros, quoi. Et quand vous leur enlevez ça, bah, ça crée de la frustration. Et en plus, ils n'ont pas envie de vous dire « J'aimerais bien qu'il meure en héros, alors faites quelque chose. » Non. Ce qu'ils veulent, c'est que vous ayez compris qu'à un moment donné, ils font une action, ils la font, ils vous regardent dans les yeux en disant « Non, j'y vais. J'y vais. » C'est le joueur qui a accepté toutes les conséquences qu'il va avoir sur son personnage. Et là, vous verrez, il y aura une sorte de respect entre le MJ et le joueur si le gars il dit non mais j'y vais, mes potes essaient de sortir de la caverne, il nous suit le monstre là, je me jette dessus sur sa tête et j'essaie de lui planter l'épée dans le crâne pour le retenir, et je jure à mes camarades, allez-y foncez, je le retiens. Voilà, et ben si vous êtes un bon MJ, vous avez entendu quelque chose, il s'est passé quelque chose. Alors il peut survivre peut-être, parce que là, même le joueur, admettons, vous lui arrachez un bras, il est obligé de changer de bras pour finir sa carrière gaucher, et ben il va l'accepter, vous verrez, ça passera crème, et il va dire... Et quand on lui dira, mais pourquoi t'as perdu ton bras? C'est une longue histoire, mec. Il sera qu'un dragon dans une caverne. Et ce jour-là, tous mes amis ont survécu. Il va se passer des choses, il va se raconter des histoires. De temps en temps, quand c'est le bon moment, tuer le personnage. Ou en voilà une question qu'elle est bonne. Star Wars D6 ou les nouvelles moutures? Eh ben alors, évidemment c'est pour moi, on est d'accord, encore une fois, je vous donne mon avis, le vôtre est très intéressant, mais je m'en branle. Vous pouvez me le raconter, mais pas me l'imposer. Voilà, ça me plaît quand quelqu'un me parle de son avis, mais les gens qui vont m'expliquer « Ah non, les nouveaux jeux de rôle Star Wars sont largement au-dessus de ce que faisait Star Wars D6 », eh ben non mec, pas pour moi. Et pas pour moi, notamment parce que Star Wars, soyons honnêtes, il a perdu quelque chose au passage. Il a pas bien passé l'an 2000, on va dire. Le Star Wars qu'on voit aujourd'hui, même s'il plaît aux enfants, parce que c'est ce qu'ils ont connu, et puis qu'il y a des choses qualitatives dedans, c'est pas le Star Wars que j'ai connu. Et j'en ai parlé dans la vidéo sur Star Wars D6 hein, d'ailleurs. Dire nous quand on a joué à Star Wars D6 à l'époque, la Force c'était quelque chose d'énigmatique, tu vois. On donnait bien aux Jedi la qualité de moine mystique, super mystérieux, etc. Parce que c'est ce qu'on avait vu avec Obi-Wan et Yoda. Donc moi je trouve qu'on a perdu quelque chose au change. Alors Star Wars D6 était vraiment le monde nickel, qui demandait que ça, hein, je veux dire, c'est un des rares. Je disais tout à l'heure que les bons univers étaient créés pour le jeu de rôle. Star Wars, mine de rien, il te reste tellement de possibilités de jeu, de jouer des rebelles, de jouer après la Nouvelle République qui est en galère avec ce qui reste de l'Empire, il y a des trucs à faire, quoi. Vraiment, et des choses importantes. Le système de règles, il est cousu dessus, ça marche super bien. Star Wars, le système D6, c'est la vie. Je le redis à chaque fois, c'est une très bonne façon de jouer, faire du jeu de rôle. On a quand même des particularités de personnages et ça marche bien, et on tombe pas dans le simulationnisme. Voilà, il y a le jeu vidéo pour ça, sérieux. Allez faire des RPG, MMO, machin chose, foutez la paix au jeu de rôle. Le jeu de rôle est là pour raconter des histoires. Des histoires. Et le prochain qui me parle de build à Donjon 5, je tire à vue. Le build. Sérieux. INSMV Anjou Démon. Alors, démon. J'ai toujours voulu jouer démon. J'adore jouer démon. Mais je joue très mal les démons, quoi. Moi, j'ai une espèce de paladin dans l'âme, donc impossible de faire un truc qui tienne la route. Heureusement, INSMV, c'est pas un jeu de rôle qui est fait pour être super sérieux, donc ça va. Puis bon, heureusement, les démons sont tourmentés, les anges sont tourmentés, et ils ont un côté très humain, donc ça va. Mais ouais, non. À la fois démons et... Ouais, mais démons gentils, quand même, tu vois. Genre... ouais. Le diable dans les Thanatolotes, pour ceux qui connaissent. Voilà.
Dans le Seigneur des Anneaux, pourquoi est-ce que Frodon n'a pas laissé l'anneau à Tom Bombadil? Bah, tout simplement parce que Tom l'aurait paumé au bout de 5 minutes. Voilà. Et ça, si tu avais lu le livre, tu le saurais, parce que c'est ce que dit Gandalf au premier conseil de l'anneau. Voilà. Donc, voilà. Je vais en profiter quand même pour répondre à cette question débile qu'on croise encore sur Internet. Pourquoi est-ce que les grands aigles, ils n'ont pas emmené l'anneau dans la montagne dès le début? Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une grande tour avec un gros œil méchant en haut, où on nous explique pendant toute la trilogie, mais pendant tout le bouquin aussi, que s'il nous voit, c'est mort. Hein. Et à ce moment-là, il y a 9 Nazgûl, quand même, d'accord, qui sont en mesure de venir poutrer la gueule à n'importe qui. Les aigles, ils s'en sortent parce que quand ils arrivent, le pouvoir de Sauron est détruit. Donc à partir du moment que Sauron est détruit, que l'action de Frodon est menée au bout, l'action de Sam est menée au bout, et que l'anneau est détruit, à ce moment-là, Sauron n'a plus de pouvoir, Sauron est détruit, les Nazgûl n'ont plus de pouvoir, n'ont plus rien, ne sont plus des coquilles vides. À ce moment-là, les aigles, ils arrivent, deux coups de griffes, et ils vont sauver Frodon et Sam. Mais l'action, elle ne pouvait pas être faite par les aigles dès le début. C'est expliqué. Pour la simple et bonne raison que déjà, ils ne voulaient pas mener le conflit contre Sauron, et ça, c'est dit dans les bouquins, et parce que ils pensent plus à leurs pommes qu'aux autres. Alors évidemment, dans le Hobbit, on nous a montré qu'il était vachement sympathique avec tout le monde, etc. C'est pas vrai, enfin c'est pas dans le Hobbit déjà. Et non, les grands aigles, ils interviennent quand c'est safe, quoi. Tu vois. Et de toute façon, ils sont peu nombreux, et s'ils étaient intervenus alors que Sauron avait encore tout son pouvoir, à ce moment-là, la moitié de son pouvoir, parce que le reste est dans l'anneau, et ben il se serait fait poutrer la gueule. Et tout ce qu'on aurait réussi à faire, c'est que eux qui portaient l'anneau l'auraient apporté directement à Sauron. Donc non, ça n'était pas soluble. Autre chose, les aigles auraient pu être pervertis par l'anneau. Un des trucs principaux quand même, si Gandalf laisse Frodon porter l'anneau, c'est qu'il a un pouvoir de résistance tout particulièrement impressionnante. Je veux dire, le fait qu'il soit là, Boromir, il pète les plombs. D'accord ? Si les elfes et les nains n'avaient pas un honneur aussi élevé, ils seraient déjà partis en vrille depuis un bon moment. Je veux dire, personne touche l'anneau. Gandalf refuse de l'approcher. Gadriel refuse de l'approcher. Tellement il pervertit les gens. Pensez vraiment que le petit aigle il se trimballer avec son anneau. Enfin, non, mais ça va. Non. De 2 minutes plus tard, il fait... Il sera allé voir Sauron, on dit bien, mec. Voilà, donc arrêtez le délire. Arrêtez. Allez lire les livres. Passez 2 secondes à réfléchir. Arrêtez de nous sortir des théories à la con, la tiktokienne, là, sur le fait que depuis le début, il aurait pu emmener l'anneau avec des aigles. Non. Même Gandalf, il aurait pas pu aller filer tout droit avec l'anneau jusqu'à la montagne du destin. Il n'y serait pas arrivé. Il serait devenu le Sauron 2 avant ça. Voilà. Et aussi, à la blague, Morgoth, c'est un dieu. D'accord, donc Sauron, il est en dessous. Hein, en dessous, Morgoth. Voilà. Donc faut arrêter un peu le délire de « Oh, Sauron, il est vachement plus à l'aise que Morgoth ». Je suis sérieux, moi, j'ai adoré que Peter Jackson il fasse de la trilogie d'un de mes bouquins d'enfance, un de mes bouquins de geek, qu'il en fasse une œuvre aussi magistrale. Après, je pense qu'on aurait pu nous épargner le Hobbit. C'est une longue histoire, on aurait pu nous épargner le Hobbit. Mais le fait que ce soit devenu un gros effet de mode aujourd'hui, ça fait que toute la culture intéressante qui va avec, elle a été complètement déglinguée, quoi, par des bouts de série, par Ring of Power, etc. Enfin, ouais, foutez la paix à Tolkien, quoi, sérieusement. Apprenez à lire, et allez lire le gros bouquin, vous verrez, ça c'est bon. À Donjons et Dragons, il n'y a qu'une moyen de faire autre chose que du porte-monstre trésor. Et bien évidemment, c'est très très simple. Et pour ça, j'ai une combine absolument incroyable. Il suffit d'écrire un scénario dans lequel il n'y a pas de porte de monstre et de trésor. Et voilà. Tout simple. Vous ne faites pas un donjon, vous faites autre chose, et d'un coup, paf, c'est plus du PMT. C'est pas mal, non? Non, vous ne me croyez pas? Ça fait combien? Ça fait 20 ans que je joue avec mon groupe de donjons. Je crois qu'on n'est jamais rentré dans un donjon. Jamais. À aucun moment. Je crois même pas qu'on ait déjà désamorcé un piège. À aucun moment. On a négocié, on a allé chercher des gens, on a dû convaincre des monstres, on s'est battu dans des marais, on a fait plein de choses, mais à aucun moment on est rentré dans un donjon. Donc, Donjons et Dragons, même si ça a été conçu pour ça, à la base, faut pas oublier quand même que Gygax a créé des mondes très riches derrière, hein, les Forgotten, surtout pour lui, Greyhawk. Explorer les mondes. Je préfère d'ailleurs Donjon en exploration. Faites de l'exploratoire. Allez dans une vieille forêt
qui le trouvent eux-mêmes, leur vieux donjon tout pourri, en ayant fouillé à côté du marais au scorpion, vous verrez, il y a des trucs à faire. Mais porte, monstre, trésor, ça revient à plein pot à la mode, parce que les gens viennent du jeu, ils font du jeu, le jeu de rôle est devenu du jeu vidéo papier. Donc évidemment, en faisant du jeu vidéo papier, on est tenté de faire, bah tiens, on fait une instance dans un donjon, on applique nos super bonus, on gagne des niveaux, on loot. J'entends des mecs parler de loot en parlant de jeu de rôle, de loot. Avec mon build, on a fait une petite campagne, on a loot des trucs sympas. Allez, restez dans le jeu vidéo, foutez la paix au jeu de rôle papier, sérieux. C'est sérieux. Voilà, mais porte, monstre, trésor, c'est vous qui décidez ça. Alors, si vous faites un monde riche, un monde avec des explications, un monde où les personnages sont intéressants, un monde où les factions ont raison de se taper sur la gueule, où un empire cherche à récupérer un territoire perdu, où c'est que le monstre a une psychologie, il a envie de quelque chose, il essaie d'obtenir un résultat, d'accord? Ben, même si vous faites du porte-monstre trésor, même si vous foutez vos personnages à l'entrée d'un donjon, et ben vous verrez que ce sera beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant. Quel conseil MJ pour faire découvrir le jeu de rôle à des nouveaux joueurs? Eh ben, prenez le dernier film que vous avez kiffé, ou la dernière série que vous avez kiffé, celle où c'est que tout le monde parle pendant des heures autour d'un café ou d'une bière, en expliquant comment eux, ils auront fait. Tiens, prenez le dernier épisode de Game of Thrones, vous dégagez, et vous dites aux joueurs, bah tiens, toi tu joues Daenerys, toi tu joues Jon Snow, toi tu joues machin, et qu'est-ce que vous auriez fait, vous? C'est libre, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui racontez l'histoire. Et ça c'est un bon moyen, parce que, ils connaissent le monde direct, vous n'avez pas besoin d'expliquer pendant des heures, etc. Vous mettez un système de règles simple, et vous leur faites goûter à la possibilité que c'est eux qui interagissent avec l'histoire. Et au passage, ça les met face à leurs contradictions, du genre, tu sais, les conversations qui tournent en rond, du genre, ah, mais si j'avais ouvert la porte, je serais passé dans la tour. Oui, mais dans la tour, oui, mais à ce moment, je serais pas passé par la porte. Ah, oui, mais si tu vas passer par la porte, tu serais passé par où? Oui, bah, parce que je serais passé par la porte. Voilà, vous les foutez dans du jeu de rôle, et ils vont comprendre les conséquences des personnages, des actes. Hein, puis ils vont comprendre aussi que des personnages, toujours, n'ont pas forcément la meilleure idée au bon moment. Voilà, qu'on peut se vautrer. Voilà. Et ça c'est bien, ça fait du bon jeu de rôle, et puis ça fait des parties d'initiation ultra rapides. Voilà, tu prends, je sais pas, la dernière partie de Stranger Things, voilà, vous êtes tous en... Voilà, vous faites le plan à la place des personnages, et puis c'est parti, on connaît l'univers, on sait comment s'en fait le décor, on sait comment il fait tout, et boum, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Est-ce que vous l'auriez sauvé, Max? Est-ce qu'elle serait pas finie mort ou pas? Enfin, il y a des trucs vraiment sympas à faire. Ça, c'est un bon conseil pour faire une partie d'initiation rapide, 2 heures, pas besoin d'expliquer le monde pendant 10 ans, un système très rapide, c'est un D6, allez-y, ou même un D20 tout simple, ou un Chaosium, allez-y. Et puis, vous verrez, c'est un très bon moyen d'expliquer le jeu de rôle. Comment gérer un relou à sa table? Bah c'est pas compliqué, après l'expérience que j'ai, les années d'expérience que j'ai, il n'y a qu'une solution, c'est lui dire de rentrer chez lui. Voilà. Sauf si, bien sûr, on est chez lui pour faire la partie. Dans ces cas-là, on ferme sa gueule, et en même temps que ce soit terminé, la fois d'après, on joue sans lui, pas chez lui. On n'a pas le temps de se faire chier avec des gens qui comprennent rien au jeu de rôle, hein, qui expliquent quoi MJ, c'est quoi le monde, qui contestent le moins de jet de dés, qui veulent la preuve que tu as bien les bonus nécessaires auprès de ton monstre pour pouvoir toucher leur armure miraculeuse en argent sylvérien qui vient de la montagne sacrée. On n'en a rien à branler. Hein. C'est ceux qui tombent très très vite dans le grobilisme, ces gens-là en général. Ils sont pas dans la dynamique de la table. Voilà, cherchez-leur une table à eux, foutez les roues ensemble si vous avez un club. Mais vous emmerdez pas avec le jeu de rôle. Ça prend du temps. C'est un plaisir qui se fait entre amis. Donc si c'est pas un ami, si vous fait chier, dégage. Et puis on peut jouer à 2, on peut jouer à 3, on n'est pas obligé de jouer à 25. Hein. Le relou, il dégage. À quand la prochaine vidéo? Et ben dès que je peux. Voilà, il faut que vous sachiez quand même que mon métier consiste à fabriquer des vidéos, de nombreuses vidéos, voilà, de très nombreuses vidéos. Le dernier jeu que j'ai livré comportait 1200 vidéos. Donc je tourne tout le temps, toutes les semaines, tout le temps. Donc effectivement, ma priorité c'est de gagner ma vie, puis après faire des vidéos. Alors si un jour j'ai 40 milliards de followers, je dis pas que, je sais pas, mais là tout de suite, ma priorité c'est de gagner ma vie. Donc je fais des vidéos dès que je peux, puis surtout, j'ai pas envie de vous faire des vidéos cacaboudin, donc j'essaie de faire un minimum qualitatif, au moins que je considère comme correct. Donc si c'est pas correct, je sors pas. Voilà. Puis j'aime bien écrire avant, j'aime bien scripter. Donc je scripte et puis quand c'est fait, c'est fait. Mais la prochaine, il y en aura plusieurs qui vont sortir là coup pour coup. C'est pour ça que je fais des petits formats en ce moment, c'est pour me permettre d'avoir un peu plus de contenu. Alors, je sais par exemple que la vidéo sur le Hellfest marche plutôt bien, elle a bien plu.
Oh, il y a Hellfest dedans, hein, je triche un peu. Mais dans l'idée, voilà, je fais un peu plus de review, un tout petit peu plus de petits commentaires comme ça, des petites, ce qu'on appelle les vidéos puta geek, pour faire grossir un petit peu la chaîne, et que quand je sorte une grosse vidéo qui me demande vraiment beaucoup de travail, et les gens soient nombreux à être contents. Voilà. Mais vous inquiétez pas, j'ai fait le listing des vidéos que je compte faire. Rien qu'avec les jeux de rôle auxquels j'ai joué au moins une fois, soit en partie entre amis, soit en club, soit en convention, je suis à 169 jeux. Donc vous inquiétez pas, il va y avoir des vidéos, il y en aura. Voilà, quand le plus tôt possible. Enfin, la nouvelle vidéo, du coup, c'est celle-ci. Voilà. Et donc on en revient à cette question que je n'ai absolument pas répondu depuis le début, qui est comment je fais pour avoir des cheveux aussi incroyables. Et ben c'est pas compliqué, savon de Marseille quand ils sont sales. J'espère encore une fois que cette petite vidéo vous a plu. C'était juste une petite FAQ pour rigoler, ça m'a permis de dire 2-3 petites idées là qui me passaient par la tête sur le jeu de rôle. Je remercie aux gens qui m'ont posé des questions. Et puis écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures.